Vous êtes viré, immédiatement !» La voix de Philippe Moreau, 45 ans, magnate de l'immobilier parisien, explose comme un coup de tonnerre dans le salon de la villa du 16e arrondissement. Il pointe un doigt accusateur vers Fatou Ndiaye, 28 ans, femme de ménage d'origine sénégalaise, qui se tient droite, les mains jointes devant elle, serrant un chiffon usé jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Philippe arpente la pièce d'un pas furieux, sa cravate desserrée, révélant un col de chemise froissé, son visage marqué par des cernes profonds qui creusent ses joues comme des tranchées. Il frappe du poing sur le rebord d'une étagère, faisant trembler un cadre photo qui capture un instant figé. Lui, sa défunte épouse, et les 3 petits garçons identiques, Antoine, Benoît et Clément, tous âgés de 5 ans, nés triplets, avec leurs boucles brunes et leurs yeux bleus hérités de leur mère. Fatou ne fléchit pas. Ses lèvres se pincent légèrement, un tic qu'elle répète quand la colère monte, mais elle garde les yeux baissés sur le sol poli, où une tache imaginaire attire son regard. « Monsieur Moreau, je n'ai fait que ce qui était nécessaire pour les enfants, » murmure-t-elle d'une voix ferme, sans tremblement, ses épaules carrées sous son tablier simple, un tissu bleu foncé qui contraste avec sa peau ébène luisante de sueur après une journée de labeur. Philippe pivote sur ses talons, son souffle court comme s'il venait de courir un marathon dans son propre empire financier. Nécessaire, vos histoires africaines ridicules, vous croyez que des contes de villages perdus vont apaiser mes fils? Ils pleurent depuis 2 ans, depuis que leur mère... Sa voix se brise un instant, mais il la reprend comme une arme, plus acérée. Il s'avance, envahissant l'espace personnel de Fatou, son parfum coûteux, un mélange de bois de santal et de pouvoir, l'enveloppant comme un nuage oppressant. Les triplets, assis en cercle sur le tapis du salon, cessent soudain leurs sanglots étouffés. Antoine, le premier à lever la tête, essuie ses larmes du revers de sa manche, imité par Benoît et Clément, leurs visages identiques rougis par l'épuisement. Pour la première fois cette semaine, ils ont mangé un bol de soupe entière, grâce à la fable que Fatou leur a contée, celle d'un lion sage qui transforme la tristesse en force, une histoire de son Sénégal natal, murmurée avec une douceur qui a fait taire leurs cris. Mais Philippe ne voit rien de cela. Il attrape un bol vide sur la table basse, le brandit comme une preuve accablante. « Regardez ça, ils ont mangé parce que vous les avez ensorcelés avec vos sornettes païennes. Non, Madame Ndiaye, je ne tolérerai pas qu'une immigrée comme vous impose ses méthodes barbares dans ma maison. » Ces mots claquent, chaque syllabe une gifle. Fatou relève enfin les yeux, ses pupilles sombres, fixant celles de Philippe sans ciller, un geste qui le fait reculer d'un pas malgré lui. Son cœur bat plus fort, un tambour intérieur qu'elle calme, en pressant discrètement ses paumes l'une contre l'autre, un rituel appris dans les rues de Dakar pour affronter les tempêtes humaines. Allez, ramassez cet argent et fichez le camp. Philippe aboie, l'ordre, son index pointé vers les billets épars, son torse se gonflant comme une voile sous l'orage. Fatou reste immobile, ses pieds ancrés au sol, les orteils crispés dans ses chaussures usées, un geste invisible qui ancre sa résolution. Elle inspire profondément, son diaphragme se contractant pour dompter la fureur qui bouillonne en elle, et relève le menton d'1 millimètre, juste assez pour que son regard croise celui de Philippe sans défi, mais avec une fermeté qui le transperce. Les triplés, maintenant prostrés, observent la secque. Antoine serre les poings minuscules. Benoît mord sa lèvre inférieure jusqu'à ce qu'une goutte de sang perle, et Clément enfouit son visage dans ses genoux, leur respiration synchrone formant un rythme haletant qui amplifie le silence tendu. Fatou ouvre la bouche, mais pas pour supplier. « Monsieur Moreau, cet argent ne rachètera pas la paix que vos enfants ont trouvée aujourd'hui. » Sa voix est un fil d'acier, chaque mot pesé, sans vibrato excessif. Elle pivote lentement,
ses hanches roulant avec une grâce innée, héritée des marchés de Dakar, et attrape son sac posé sur une chaise voisine. Le cuir craquelé du sac frotte contre sa paume calleuse, un rappel tactile de ces journées interminables. Philippe avance d'un pas, son ombre s'allongeant sur elle comme une menace, mais elle ne recule pas. Au contraire, elle ajuste la sangle sur son épaule, un mouvement précis qui souligne sa colonne vertébrale droite, inflexible. Les enfants réagissent en cascade. Clément tend une main tremblante vers elle, ses doigts s'ouvrant comme une fleur fanée, murmurant un fatou, étouffé qui déchire l'air. Benoît suit, ses yeux identiques à ceux de ses frères, emplis de larmes fraîches. Et Antoine, le plus audacieux, se lève d'un bond maladroit, trébuchant sur le tapis pour agripper le bas de son tablier. « Ne partez pas, le lion, il doit revenir !» Fatou s'agenouille brièvement, ses genoux heurtant le sol avec un bruit sourd et caresse leurs joues d'un effleurement fugace, ses doigts chauds contrastant avec leur peau froide de chagrin. « Le lion est en vous, petit, il rugira quand vous en aurez besoin. » Ces mots, prononcés d'une voix basse comme un secret partagé, calment leurs sanglots un instant, un miracle fugace qui échappe à Philippe. Il observe les lèvres pincées, en une ligne blanche, son poing se serrant jusqu'à ce que les ongles entament sa paume. Une sueur froide perle sur son front, traçant un sillon qui irrite sa peau. Vous osez encore leur parler ? Sortez, ou j'appelle la sécurité. Fatou se redresse, ses yeux s'attardant une seconde sur les triplets, gravant leurs visages identiques dans sa mémoire. Ses boucles brunes, emmêlées, ses yeux gonflés qui implorent. Elle hoche la tête imperceptiblement, un geste de résignation feinte, et se dirige vers la sortie, ses pas mesurés claquant sur le marbre comme un compte à rebours. À la porte, elle s'arrête, tourne la poignée d'une main ferme, et lance par-dessus son épaule « Un jour, monsieur, vous comprendrez que la force ne vient pas du pouvoir, mais de ceux que vous méprisez. » Les mots atterrissent comme des braises, incendiant l'esprit de Philippe. Il sent un frisson remonter son échine, mais il masque cela en claquant la langue, feignant le dédain. La porte se ferme avec un cliquetis définitif, et aussitôt, les sanglots des enfants explosent, un trio harmonisé de désespoir qui ébranle les murs. Philippe s'effondre dans un fauteuil, ses doigts agrippant les accoudoirs jusqu'à ce que le cuir craque, son cœur cognant comme un marteau contre sa cage thoracique. Fatou, dehors, serre son sac contre elle, ses épaules s'affaissant un instant avant de se redresser, prête à affronter la rue parisienne, son esprit déjà tourné vers l'avenir. « Regardez-les, monsieur, ils sourient enfin. » La voix de la cuisinière, une femme trapue de 50 ans nommée Marie, perce le silence du salon comme une lame affûtée. Elle brandit une tablette, l'écran illuminé par une vidéo de surveillance qu'elle active d'un doigt tremblant. Philippe, encore assis dans le fauteuil, arrache l'appareil de ses mains, ses doigts glissant sur le verre froid. L'image démarre. Fatou, hier soir, entouré des triplets sur le tapis. Antoine, Benoît et Clément, leurs visages identiques levés vers elle, écoutent une histoire, leurs bouches ouvertes en un cercle parfait de fascination. Pas de larmes, pas de cris, juste un rire étouffé qui éclate quand Fatou mime un geste ample, ses bras dessinant un arc invisible. Philippe appuie sur pause, son pouce laissant une empreinte huileuse sur l'écran. Son estomac se noue, une torsion brutale qui irradie jusqu'à sa gorge. C'est impossible. Il relance la vidéo, scrutant chaque détail. Les enfants mangent des fruits qu'elle leur tend, leurs dents minuscules, croquant avec appétit, un rituel qu'il refusait dormir depuis des mois. Marie croise les bras, son tablier taché de farine, soulignant sa posture défensive. Depuis qu'elle est arrivée, ils ont changé. Moins de pleurs la nuit. Il demande ainsi même ses histoires au dîner. Philippe sent une chaleur monter à ses tempes, ses veines pulsant comme des câbles sous tension. Il zoome sur les visages des garçons,
Antoine tend une main pour toucher le bras de Fatou. Benoît imite son sourire. Clément applaudit faiblement, leur mouvement synchrone trahissant un lien naissant. Il repose la tablette avec un claquement sec, se levant d'un bond qui fait grincer le parquet. Les triplets, toujours blottis ensemble, le fixent maintenant, leurs yeux gonflés, implorant un retour impossible. « Papa, où est Fatou ?» demande Benoît, d'une voix fluette, ses lèvres se tremblantes. Philippe pivote, évitant leur regard, et arpente la pièce, ses pas martelant le sol comme des accusations. Une douleur sourde envahit sa poitrine, un étau qui comprime ses côtes. Il repasse mentalement les 2 années écoulées. L'accident fatal de sa femme, les nuits blanches où les enfants hurlaient sous son nom, leur retrait progressif, transformant la villa en un mausolée de chagrin. Il avait engagé des nourrices expertes, des psychologues de coûteux, mais rien n'avait percé leur mur de silence. Et maintenant, cette femme de ménage, avec ses comptes simples, avait fissuré l'armure en quelques jours. Marie insiste, sa voix montant d'un ton. Elle les a fait manger sans forcer. Regardez cette autre vidéo, du matin. Philippe attrape à nouveau la tablette, ses ongles s'enfonçant dans le bord plastique. L'image montre Fatou entrant dans la nurserie, les enfants cessant leurs pleurs à sa vue, s'asseyant en cercle pour une nouvelle fable. Un sourire fugace illumine leurs traits identiques, un éclat qu'ils n'avaient pas vu depuis la mort de leur mère. Son cœur cogne, une pulsation irrégulière qui lui coupe le souffle. « J'ai commis une erreur », murmure-t-il pour lui-même, ses lèvres sèches formant les mots sans son. Il serre les paupières, revoyant le départ de Fatou, son dos droit franchissant la porte, laissant un vide qui s'élargit comme une plaie ouverte. Les enfants se lèvent maladroitement, leurs jambes courtes les portant vers lui. Clément tire sur sa chemise, ses doigts collants de larmes. « Ramène-la, papa !» Philippe sent une brûlure acide remonter sa gorge, un mélange de regret et de fierté blessée. Il s'agenouille, les enlaçant d'un geste raide, leur corps chaud contre le sien, amplifiant son tourment. Pour la première fois, il mesure l'étendue de sa solitude paternelle, un abîme creusé par le deuil et l'orgueil. Marie s'éclipse discrètement, laissant la famille dans ce cocon de révélation. Philippe relâche les garçons, se redressant avec une détermination nouvelle, ses yeux fixés sur la porte close. Le regret s'installe, une graine qui germe, le poussant vers l'inconnu. Il doit la retrouver. « Trouvez-la, coûte que coûte !» Philippe hurle l'ordre au téléphone, sa voix éraillée, traversant l'appareil comme un coup de fouet. Il raccroche violemment, le combiné claquant contre le socle, et se rue vers la porte de la villa, son manteau jeté à la hâte sur ses épaules. Dehors, la nuit parisienne l'engloutit, les lumières des réverbères du 16e arrondissement projetant des ombres longues sur son visage creusé. Il monte dans sa berline noire, ses doigts agrippant le volant jusqu'à ce que les jointures blanchissent, et démarre en trombe, les pneus crissant sur le pavé humide. Les triplets, laissés à la garde de Marie, hantent son esprit, leurs pleurs redoublés ce soir, un écho incessant qui martèle ses tempes. Il compose un numéro, activant le haut-parleur. « Agence de détective, bonsoir. Philippe coupe court, j'ai besoin d'une adresse. Fatou Ndiaye, sénégalaise, 28 ans, ancienne employée. Tout de suite. » Le détective privé, un homme à la voix rocailleuse nommé Duval, répond d'un ton professionnel « Donnez-moi 2 heures, monsieur Moreau, mais ça coûtera cher. » Philippe accélère, ignorant un feu orange, son pied enfonçant l'accélérateur comme pour écraser son remords. Les rues défilent, du chic du centre aux banlieues de Grise, un contraste qui le frappe comme un uppercut. Il imagine Fatou dans un de ces immeubles délabrés, ses histoires résonnant dans des couloirs étroits. Le téléphone vibre. Un message du détective. Adresse: rue des Lilas, Saint-Denis. Appartement 4B. Attention, quartier sensible. Philippe gare la voiture dans une ruelle sombre,
ses phares illuminant des murs tagués, des poubelles renversées. Il sort, verrouille la portière d'un bip sec et avance, son souffle formant des nuages dans l'air froid. Des regards suspicieux le suivent depuis des fenêtres éclairées. Un homme en jogging, une femme voilée, poussant un landau. Il frappe à une porte écaillée, son poing heurtant le bois avec urgence. Une voisine ouvre, une Sénégalaise d'une quarantaine d'années, aux yeux perçants. Fatou, elle est CTC10, elle est partie travailler, au Café Le Soleil, à 2 rues d'Akdissi. Philippe hoche la tête, ses lèvres pincées en une ligne dure, et repart, ses chaussures claquant sur le trottoir craquelé. Au café, l'odeur de café moulu et de pain frais l'assaille. Fatou est là, derrière le comptoir, essuyant des tasses d'un geste mécanique, son tablier noué serré autour de sa taille fine. Elle sert un client, un enfant turbulent qui pleure, et murmure une fable rapide. Le baobab sage qui calme les vents. L'enfant se tait, captivé, mâchant un biscuit. Philippe observe depuis l'entrée, son cœur cognant contre ses côtes, un mélange de honte et d'admiration qui lui noue la gorge. Il s'avance enfin, heurtant une chaise qui grince. Fatou lève les yeux, ses pupilles s'élargissant une fraction de seconde avant de se durcir. « Monsieur Moreau, que voulez-vous » Il s'accoude au comptoir, ses mains tremblantes posées à plat pour masquer leur agitation. « J'ai vu les vidéos, les enfants, ils ont changé grâce à vous. » Fatou pose la tasse avec un cliquetis délibéré, ses doigts effleurant le bord comme pour tester sa solidité. « Et maintenant, vous venez me supplier ?» Philippe avale sa salive, sa pomme d'Adam montant et descendant comme un piston. Autour d'eux, les clients murmurent, un fond sonore qui amplifie la tension. Il sort son portefeuille, mais s'arrête, le rangeant d'un geste sec. « Non, pas d'argent. Je viens m'excuser. Revenez. Les garçons vous réclament. » Fatou croise les bras, son menton relevé, un tic qui accentue sa détermination. « Pourquoi maintenant ? Parce que votre orgueil a cédé ?» Philippe sent une sueur froide couler le long de son dos, ses épaules s'affaissant imperceptiblement. Il raconte brièvement les nuits dents blanches, les pleurs incessants, la révélation des enregistrements. Fatou écoute, ses yeux scrutant son visage comme pour y déceler un mensonge. Soudain, un enfant du quartier entre, pleurant une chute. Elle s'agenouille instinctivement, appliquant un pansement avec douceur, murmurant une parole apaisante. Philippe voit la similitude avec ses fils, un lien qui le transperce. « Vous avez un don », admet-il, sa voix baissée. Fatou se relève, essuyant ses mains. « Ce n'est pas un don, c'est de l'écoute. » Il insiste, sa main tendue comme une olive. « Revenez, s'il vous plaît, pour eux. » Elle émilzite, ses lèvres se pinçant, puis hoche la tête. « D'accord, mais à mes conditions. » Philippe expire, un soulagement qui allège son fardeau, mais une nouvelle quête s'amorce dans son esprit. Arrête de pleurer, petit. Le vent porte les larmes loin, mais le rire les transforme en étoiles. Fatou murmure ces mots à un garçonnet de 6 ans, accroupi dans la cour de l'association communautaire de Saint-Denis, ses mains enveloppant les épaules frêles de l'enfant comme un bouclier. Elle essuie une larme sur sa joue du pouce, un geste doux mais ferme, ses ongles courts, grattant légèrement la peau pour ancrer la réalité. L'enfant, un petit Malien nommé Karim, renifle bruyamment, ses yeux noirs s'écarquillant quand elle mime un éclat d'étoiles avec ses doigts écartés. Autour d'eux, une dizaine d'enfants d'IQ, assis en cercle sur des tapis usés, observent en silence, leurs visages variés, sombres, clairs, marqués par des voyages épuisants, reflétant une fin de réconfort. Fatou se redresse, son dos droit comme un baobab, et frappe dans ses mains un claquement sec qui relance le groupe. Maintenant, à vous, racontez-moi une histoire de votre pays. Sa voix porte, un timbre chaud qui remplit l'air chargé d'odeurs de terre humide et de cuisine épicée. Une fillette, Aïcha, lève la main timidement,
ses tresses serrées, oscillant quand elle parle d'un fleuve magique au Mali. Fatou écoute, hochant la tête rythmiquement, un tic qui encourage sans interrompre, ses yeux plissés, concentrant toute son attention. Elle note mentalement les détails. La peur dans la voix d'Aïcha, le retrait de Karim, des signes de trauma qu'elle décrypte comme un code appris à l'université abandonnée. 28 ans, diplômée incomplète en psychologie, elle applique ici ce qu'elle a glané dans des livres empruntés, transformant des sessions informelles en thérapie voilée. Un volontaire entre, un jeune homme essoufflé nommé Moussa, portant un carton de livres. « Fatou, aide-moi à distribuer ça. » Elle se lève d'un bond fluide, ses muscles tendus sous sa robe simple, et attrape le carton, ses bras se contractant pour supporter le poids. Ensemble, ils passent les ouvrages, des contes africains illustrés, des manuels de français basiques. Fatou entend un à Karim, pliant légèrement les genoux pour être à sa hauteur. « Lis ça ce soir. Le héros dedans est comme toi, petit mais invincible. » L'enfant sourit faiblement, ses dents blanches contrastant avec ses lèvres gercées, et serre le livre contre sa poitrine comme un trésor. Dans un coin, Fatou s'assoit un moment, ses doigts tambourinant sur son genou, un rythme sénégalais qui calme son propre tumulte intérieur. Elle repense à la villa Moreau, aux triplets identiques dont les pleurs résonnent encore dans sa tête, un écho qui serre son cœur. Mais elle chasse l'image d'un battement de paupières, se concentrant sur l'ici et maintenant. Son téléphone vibre dans sa poche. Un message de sa mère à Dakar, demandant des nouvelles et de l'argent. Fatou calcule mentalement. Son salaire du café, les heures supplémentaires, assez pour un virement modeste. Elle répond brièvement, ses pouces volant sur l'écran craquelé, promettant plus bientôt. Moussa s'approche, s'accroupissant près d'elle. « Tu es infatigable, Fatou, après ce qui t'est arrivé chez ce riche. » Elle l'interrompt d'un geste de la main, paume ouverte comme une barrière. « Ce n'est pas fini, mais ici, je construis. Ces enfants ont perdu plus que moi. » Elle se relève, appelant le groupe pour une ronde de jeu, ses pas légers, initiant un cercle où les rires fusent enfin. Karim joint les mains aux autres, son corps se détendant. Fatou observe une satisfaction intérieure gonflant sa poitrine, un feu qui la propulse. Elle n'est pas brisée, elle est un pont reliant des mondes fracturés. Le soleil décline, projetant des ombres longues, mais elle continue, sa voix portant des promesses de résilience. « Revenez, Fatou, je vous en prie, pour eux. » Philippe plaque ses mains sur le comptoir du café, ses paumes moites laissant des traces humides sur le bois verni, son corps penché en avant comme pour forcer une réponse. Fatou recule d'un pas instinctif, son dos heurtant le mur derrière elle, un choc sourd qui vibre dans sa colonne vertébrale. Ses yeux s'étrécissent, un voile de méfiance durcissant ses traits, tandis qu'elle croise les bras sur sa poitrine, ses biceps se contractant sous le tissu fin de sa chemise. Le café bourdonne autour d'eux, tasses qui teintent, vapeur sifflante d'une machine espresso, clients qui jettent des regards obliques. Philippe expire bruyamment, sa poitrine se soulevant comme un soufflet, et sort une photo froissée de sa poche intérieure, la posant entre eux comme une offrande. « Regardez, c'est ma femme, avant l'accident. Les garçons, il ne sourit plus comme ça depuis. » Fatou effleure la photo du bout des doigts, ses ongles courts glissant sur le papier glacé, et sent un choc électrique remonter son bras. Le visage de la femme, yeux vifs, sourire généreux, réveille un souvenir enfoui. Des rencontres discrètes dans un centre d'accueil pour migrants, où cette même femme, Élise Moreau, distribuait des vivres et écoutait des confidences. « Je la connais », murmure Fatou, sa voix baissée comme un secret révélé, ses lèvres se pinçant en une ligne tendue. Philippe se fige, ses épaules se raidissant, un tic qui trahit sa surprise. Comment? Elle n'a jamais mentionné? Fatou relève les yeux, fixant les siens sans cligner.
Elle m'a aidé il y a 3 ans, à Saint-Denis. Elle soupçonnait quelque chose, un vol dans votre entreprise. Elle en a parlé à moi, une étrangère, parce qu'elle se méfiait de son entourage. Les mots atterrissent comme des pierres dans un étang calme, créant des ondes qui agitent l'air entre eux. Philippe attrape la photo, ses doigts tremblants la froissant davantage, une veine saillant sur son front. Un vol? Par qui? Fatou hésite, ses mains se crispant sur le comptoir, un geste pour ancrer sa résolution. Votre gestionnaire, Jacques de Duval. Élise l'avait vu manipuler des comptes. Elle craignait pour votre famille, pour les liens avec des communautés comme la mienne, des dons détournés pour masquer des fraudes. Philippe sent un froid glacial envahir son torse, ses poumons se contractant comme sous un poids invisible. Il repasse les souvenirs. Élise inquiète les derniers mois, murmurant des doutes qu'il avait balayés d'un revers de main, trop absorbé par ses affaires. Fatou poursuit, sa voix gagnant en intensité, chaque syllabe un coup précis. Elle m'a fait promettre de ne rien dire, mais maintenant, revenez à la villa avec moi, et je vous aiderai. Pas seulement pour les enfants. Philippe hoche la tête, ses mâchoires serrées jusqu'à ce que ses dents grincent. D'accord, mais quelles conditions? Fatou énumère, ses doigts comptant sur sa paume ouverte. N, je m'occupe des garçons comme je sais, avec mes histoires. 2, salaire doublé, sans question. 3, vous m'écoutez sur Duval. Quelque chose cloche dans sa mort. Philippe avale difficilement, sa gorge sèche comme du papier de verre. Il tend la main, une poignée ferme qui scelle l'accord, leurs paumes se pressant avec une tension palpable. Le café semble s'effacer, remplacé par une urgence nouvelle. Fatou détache son tablier d'un geste sec, le jetant sur le comptoir, ses mouvements fluides, trahissant une énergie contenue. Philippe la suit dehors, son pas synchronisé au sien, pour la première fois, un duo improbable forgé dans le regret. Dans la voiture, en route vers la villa, il glisse « Merci ». Fatou tourne la tête, ses yeux scrutant l'horizon parisien. Pas pour vous, pour Élise et pour les petits. Une alliance naît, fragile mais chargée, ouvrant sur des ombres plus profondes. Qu'est-ce que cette intruse fait ici? Sortez-la de ma vue. Jacques Duval, 60 ans, gestionnaire fidèle et parent éloigné de Philippe, crache ses mots comme du venin, son index noueux pointé vers Fatou qui entre dans la villa. Il se tient dans le vestibule, son corps voûté tendu comme un arc, sa chemise amidonnée froissée au poignet, où il tire nerveusement sur les manches, un tic qui trahit son agitation. Fatou s'arrête net, ses pieds l'aile plantés sur le seuil, ses poings se serrant jusqu'à ce que les ongles entament ses paumes, un geste pour contenir la riposte qui monte. Philippe, à ses côtés, pose une main ferme sur son épaule, ses doigts s'enfonçant légèrement pour la retenir. « Jacques, calmez-vous. Elle est revenue. Pour les enfants. » Jacques pivote, ses yeux pâles, plissés en fentes assassines, scrutant Fatou de haut en bas, son nez aquilin frémissant comme s'il flairait une menace. Il s'avance d'un pas chancelant, son haleine aigre chargée d'un relent de cognac vieux, et attrape un vase sur une console, le reposant avec un claquement sec qui fait vibrer le cristal. « Revenue, cette Sénégalaise? Vous avez perdu la tête, Philippe. Elle manipule les garçons avec ses sorcelleries africaines. J'ai vu comment il la regarde. Ensorcelée. » Fatou sent une chaleur brûlante envahir son cou. Ses joues d'homme s'empourprant malgré elle, mais elle garde la tête haute, ses lèvres scellées en une ligne implacable. Les triplés surgissent du couloir, leurs pas synchrones, résonnant comme un trio de tambours miniatures. Antoine tend les bras vers Fatou, Benoît et Clément imitant le geste, leurs visages identiques, illuminés d'un espoir fragile. « Fatou, raconte-nous l'histoire du baobab. » Jacques intercepte, se plaçant entre eux comme un rempart, ses mains écartées pour bloquer le chemin. « Non, allez dans vos chambres, les petits. Cette femme est dangereuse.
Philippe gronde, sa voix montant comme un orage. « Assez, Jacques, vous outrepassez vos limites. » Jacques ricane, un son rauque qui gratte l'air, et se penche vers Philippe, son souffle chaud effleurant son oreille. « Limite ? J'ai servi cette famille depuis 30 ans. Votre père m'a confié des secrets que vous ignorez. Et maintenant, vous laissez entrer cette espionne, elle fouine partout, pose des questions sur Élise. » Fatou intervient enfin, sa voix tranchante comme une lame. « Je ne fouine pas. Élise m'a parlé de vous, de vos arrangements financiers. » Jacques de blêmit, sa peau ridée, se tendant sur ses os saillants, un tic nerveux agitant sa paupière gauche. Il recule d'un pas, heurtant la console, et murmure d'une voix sifflante. « Vous mentez. Élise n'aurait-on jamais confié ça à quelqu'un comme vous ?» Il sort son téléphone d'une poche intérieure, ses doigts arthritiques tapotant l'écran avec fureur, envoyant un message discret, un geste furtif que Fatou capte du coin de l'œil. Philippe fronce les sourcils, ses mains se crispant sur les hanches. « Qu'est-ce que vous fabriquez ?» Jacques range l'appareil d'un geste vif, feignant l'innocence. « Rien, juste, prévenant le personnel. Des rumeurs circulent, déjà. C'est une taupe, infiltrée pour voler des secrets familiaux. » Les enfants tirent sur la jupe de Fatou, leurs doigts de potelé agrippant le tissu, un chœur de « On, elle est gentille » qui perce l'atmosphère lourde. Jacques les ignore, se tournant vers Philippe avec un sourire faux, ses lèvres étirées en un rictus. Pensez à l'héritage. Élise n'aurait pas voulu ça. Souvenez-vous de l'accident. Si tragique. Fatou sent un frisson glacé longer son échine, ses yeux scrutant Jacques comme pour percer son masque. Il s'éloigne vers son bureau, sa démarche traînante masquant une urgence, laissant derrière lui un sillage de suspicion. Philippe serre les dents, une veine battant à sa tempe. Il cache quelque chose. Fatou hoche la tête, ses poings se desserrant enfin. Commençons par les comptes. Élise avait raison. Une ombre plane, un filet tendu qui resserre autour d'eux. Commencez par le bureau d'Élise, elle cachait tout là-dedans. Fatou pousse la porte verrouillée d'un coup d'épaule précis, ses muscles se tendant sous sa peau, un geste né de l'urgence. Philippe suit, sa lampe torche balayant les ombres du couloir désert de la villa, son pouls cognant comme un marteau dans ses tempes. Ils entrent dans la pièce oubliée, l'air stagnant chargé d'un parfum fané, lavande et papier jauni. Fatou fouille le tiroir central, ses doigts agiles écartant des lettres froissées, jusqu'à dénicher une boîte métallique cachée sous un faux fond. Elle l'ouvre d'un clic sec, révélant des emails imprimés et des notes manuscrites, l'écriture élégante d'Élise tracée d'une main tremblante. Jacques manipule les comptes, dons pour migrants détournés. Preuve dans son ordinateur, Philippe arrache une feuille, ses yeux dévorant les lignes, une sueur froide perlant sur sa nuque. Mon Dieu, elle savait. Fatou hoche la tête, ses lèvres pincées, en une ligne dure, et empoche un disque dur miniature glissé entre les pages. Allons chez les enfants. Ils se souviennent, peut-être. Dans la nurserie, les triplets dorment entassés dans un lit, leur respiration synchrone comme un métronome. Fatou s'agenouille, effleurant le front d'Antoine d'un doigt léger. « Réveillez-vous, petit, racontez-moi, maman. » Benoît ouvre les yeux en premier, ses paupières papillonnant, et murmure. Maman cachait des papiers dans le jardin. Clément ajoute, sa voix fluette, sous l'arbre, avec des mots secrets. Philippe sent un frisson électrique remonter son échine, ses mains se crispant sur le rebord du lit. Ils sortent dans le jardin nocturne, Fatou creusant la terre molle sous un chêne centenaire, ses ongles s'incrustant dans la boue. Elle exhume une enveloppe plastifiée contenant des relevés bancaires, annotés, transfert suspect vers des comptes offshore, signés par Jacques. Regardez, des millions évaporés. Philippe scanne les documents, sa mâchoire se verrouillant jusqu'à ce que ses dents grincent. Il a volé l'héritage, et l'accident
pour la faire taire. Fatou acquiesce, ses yeux flamboyants dans l'obscurité, une connexion naissante entre deux, un regard partagé qui accélère son pouls. Ils infiltrent le bureau de Jacques à l'aube, Fatou crochetant la serrure, d'un geste expert, appris dans les rudes de Dakar, ses doigts tournant la tige métallique avec précision. Philippe monte la garde, son souffle retenu, tandis qu'elle allume l'ordinateur, tapant un mot de passe deviné des notes d'Élise. Famille trahie. L'écran s'illumine, révélant des emails codés. Opération clean, éliminer témoin. Fatou copie les fichiers sur le disque, ses mains volant sur le clavier, une adrénaline qui fait trembler ses épaules. Un bruit de pas les fige, Jacques approche. Ils s'éclipsent par la fenêtre, atterrissant dans les buissons, leurs corps pressés l'un contre l'autre dans la fuite. Un contact fugace qui électrise l'air. De retour dans la chambre sécurisée, Fatou trie les preuves, ses doigts triant les papiers comme des cartes fatales. Jacques n'a pas seulement volé, il a orchestré tout. Philippe pose une main sur la sienne, un geste hésitant qui s'attarde, leur regard se verrouillant dans une alliance forgée au feu. L'enquête s'accélère, un filet se resserrant autour du traître. « Il l'a tué! Ce salaud l'a assassiné !» Philippe hurle ces mots, son poing s'abattant sur la table du bureau, faisant voler les papiers comme des feuilles mortes. Fatou se fige, ses mains tremblantes tenant l'écran de l'ordinateur portable, où une vidéo granuleuse joue en boucle. Élise au volant, une ombre furtive sabotant les freins dans le garage, le visage de Jacques capturé par une caméra cachée. Philippe s'effondre sur une chaise, ses épaules secouées de spasmes, des larmes chaudes traçant des sillons sur ses joues, rasées et de près. Fatou ferme les yeux un instant, son cœur cognant contre ses côtes comme un prisonnier enragé, et pose l'appareil d'un geste mesuré, ses doigts effleurant le bord pour ancrer sa voix. C'était pour le couvrir. Élise avait tout découvert. Les millions détournés vers ses comptes personnels, masqués par des dons fictifs à des associations comme celle où je l'ai rencontrée. Philippe relève la tête, ses yeux rougis, fixant Fatou comme une ancre dans la tempête. Rencontré ? Comment ? Fatou s'assoit face à lui, ses genoux heurtant les siens sous la table. Un contact électrique qui accélère son pouls. Elle inspire profondément, son diaphragme se contractant pour dompter les souvenirs. Il y a 4 ans, à mon arrivée en France, Élise aidait les migrants à Saint-Denis. Distribution de nourriture, conseils légaux. Elle m'a prise sous son aile, m'a traitée comme une sœur. Un soir, elle a craqué. Jacques vole l'entreprise. Il utilise mes dons pour blanchir. J'ai des preuves, mais il me surveille. Je l'ai suppliée d'aller à la police, mais elle voulait vous protéger, vous et les garçons. Puis l'accident, je n'ai pas réagi à temps. C'est les mots claquent, chaque syllabe une révélation qui écorche l'air. Philippe bondit, arpente la pièce d'un pas furieux, ses mains arrachant ses cheveux en touffes. Et vous me dites ça maintenant ? Fatou se lève à son tour, ses poings serrés le long de son corps, une posture de défi qui masque sa vulnérabilité. J'avais peur, une immigrée contre un homme comme lui, mais quand vous m'avez engagé, j'ai vu l'opportunité. Changer de l'intérieur, comme Élise me l'avait appris. Philippe s'arrête net, pivotant vers elle, son souffle saccadé effleurant son visage. Une vérité plus profonde émerge. Fatou révèle son passé, employé chez des amis de Philippe, témoin de malversations similaires, ce qui l'a poussé à choisir ce métier pour infiltrer et réparer. Le choc le terrasse, ses genoux fléchissant jusqu'à ce qu'il s'appuie au mur, une nausée acide remontant sa gorge. Fatou s'approche, sa main hésitante touchant son bras, un geste qui transmet une chaleur inattendue. Jacques voulait l'héritage. L'accident n'était pas un hasard, frein saboté, comme sur la vidéo. Philippe serre les dents, une rage pure enflamme ses veines. On le démasque. Fatou acquiesce, ses yeux brillants d'une détermination farouche,
scellant leur pacte dans ce tourbillon de trahison révélée. « Vous avez tué Élise, avouez-le, ordure !» Fatou crache ces mots comme des balles, son corps propulsé en avant dans le bureau de Jacques, ses poings serrés le long de ses flancs, prêts à frapper. Jacques se retourne d'un bond, son fauteuil grinçant sur le parquet, son visage ridé se tordant en un masque de fureur contenue. Il attrape un coupe-papier sur son bureau, la lame luisant sous la lampe halogène, et le brandit d'un geste fluide, ses articulations craquant comme des branches sèches. « Sortez d'ici, sale intruse, vous n'avez aucune preuve. » Fatou ne recule pas, ses pieds ancrés au sol, ses orteils crispés dans ses chaussures, un ancrage qui canalise sa rage en une posture inébranlable. Jacques verrouille la porte d'un tour de clé rapide, le mécanisme cliquetant comme un piège qui se referme, isolant la pièce du reste de la villa. Il s'avance, la lame pointée vers sa gorge, son souffle aigre effleurant son visage. « Vous avez fouiné trop loin. Élise l'a fait aussi. Et regardez où ça l'a mené. » Fatou sent un froid glacial envahir sa nuque, ses muscles se contractant pour une esquive instinctive, mais elle riposte d'une voix acérée. Les freins sabotés, les comptes volés, tout est sur vidéo. Philippe sait maintenant. Jacques ricane, un son guttural qui vibre dans sa poitrine, et presse la lame contre sa clavicule, entaillant légèrement le tissu de sa chemise, une goutte de sang perlant. Soudain, un bruit de pas minuscule. Les triplets irrompent de par une porte latérale, entrebâillés, leurs corps identiques, figés sur le seuil. Antoine hurle le premier, un cri perçant qui déchire l'air, suivi de Benoît et Clément, leurs larmes jaillissant comme des fontaines synchrones. « Laissez Fatou, méchant !» Jacques de pivote, la lame vacillant un instant, son regard passant de la fureur à la panique. Fatou profite de la distraction, repoussant son bras d'un coup sec du coude, la lame tombant au sol avec un tintement métallique. Les enfants se ruant vers elle, leurs bras potelés s'accrochant à ses jambes. Un rempart humain qui entrave Jacques. Il récupère l'arme d'un geste fébrile, ses mains tremblantes la serrant comme un talisman, et recule vers le mur, son dos heurtant une étagère qui fait chuter des livres dans une avalanche sourde. « Taisez-vous, morveux, ou je... » Fatou protège les garçons d'un bras étendu, son autre main fouillant sa poche pour son téléphone, ses doigts tapotant frénétiquement un appel d'urgence. Les pleurs des enfants montent en crescendo. Un cœur chaotique qui masque le bip du téléphone. Jacques charge, la lame levée, mais Benoît trébuche sur ses pieds, le faisant tituber. Fatou contre-attaque, un coup de pied précis heurtant son genou, le pliant avec un craquement sinistre. Philippe martèle la porte verrouillée de l'extérieur, sa voix tonnant. « Ouvrez !» Jacques halète, acculé, ses yeux fous scrutant la fenêtre comme une échappatoire. Fatou serre les enfants contre elle, leur murmurant « Tenez bon, le lion arrive ». La tension culmine, un nœud prêt à exploser. « Distrayez-le, petit, jouez le jeu du lion ». Fatou siffle ses mots au triplet, son corps pivotant d'un mouvement fluide pour esquiver la lame qui siffle dans l'air. Antoine rugit d'une voix aiguë, imitant le félin de ses histoires, ses mains minuscules griffant l'air vers Jacques. Benoît et Clément suivent, leurs cris synchrones emplissant la pièce comme un chaos orchestré, leurs pieds martelant le sol pour créer une diversion frénétique. Jacques de trébuche, son genou déjà blessé cédant sous lui, la lame échappant à sa prise et glissant sous un meuble. Fatou bondit, son pied écrasant sa main tendue, un craquement d'os résonnant comme un avertissement. Elle attrape les enfants d'un bras protecteur, les poussant vers la porte qu'elle déverrouille d'une torsion rapide de la clé, ses doigts glissant de sueur. Philippe irrumpe, la porte s'ouvrant à la volée, son épaule heurtant le cadre avec un bruit sourd. « Fatou, les garçons !» Il se rue sur Jacques, le plaquant au sol d'un tackle puissant, ses genoux immobilisant ses bras,
son souffle rauque mêlé à un grognement primal. Jacques Dick se débat, ses ongles raclant le parquet, laissant des sillons sanglants, mais Philippe serre plus fort, une veine saillant sur son cou comme un câble tendu. Fatou scanne la pièce, ses yeux fouillant les recoins sombres, et repère une plainte décellée derrière le bureau. Un indice glané, des notes d'Élise. Elle s'agenouille, arrachant le panneau d'un geste sec, ses ongles s'incrustant dans le bois, révélant un coffre dissimulé. Les triplets, haletants, s'accrochent à ses jambes, leur cœur battant contre ses cuisses comme des tambours affolés. « Le trésor, Fatou !» murmure Clément, ses yeux écarquillés. Elle hoche la tête, forçant le coffre d'un coup de coude, et extirpe un disque dur noir, compact comme un secret mortel. C'est ça, l'épreuve finale. Philippe, maintenant Jacques immobilisé, avec une cravate nouée autour de ses poignets, jette un regard par-dessus son épaule, ses yeux flamboyants d'une rage contenue. « Vite, il a appelé des renforts ?» Jacques ricane, du sang coulant de sa lèvre fendue. « Trop tard, mes complices arrivent. » Fatou branche le disque sur un ordinateur portable traînant sur le bureau, ses doigts, volant sur le clavier, craquant le mot de passe avec une séquence devinée des emails d'Élise. Trahi 2023. L'écran s'illumine. Dossier crypté s'ouvre, révélant des vidéos de surveillance, des transferts de bancaires frauduleux et un enregistrement audio de Jacques ordonnant le sabotage des freins. « Regardez, il a payé un mécanicien. Tout est là. » Philippe relâche légèrement sa prise, son corps tremblant d'une fureur blanche, mais Jacques se tortille, mordant son bras d'un coup de dent sauvage. Philippe hurle, du sang jaillissant, et Fatou intervient, assommant Jacques d'un coup précis d'un presse-papier, le métal heurtant son crâne avec un tude sourd. Il fuit la pièce, Fatou portant le disque comme un trophée, les enfants courant devant, leurs pas précipités résonnant dans le couloir. Des bruits de portes claquant au loin signalent l'arrivée d'intrus, des ombres complices. Philippe verrouille une porte derrière eux, son bras ensanglanté, laissant une traînée rouge, et ils se sprintent vers la sortie, l'adrénaline fusionnant leurs mouvements en une unité désespérée. Le disque serré contre sa poitrine, Fatou sent une victoire amère poindre, un filet qui se resserre enfin. « Arrêtez-le, il a tué ma femme !» Philippe rugit ces mots dans le salon bondé de la villa, son bras tendu, accusateur vers Jacques, menotté au centre, flanqué de 2 policiers aux uniformes tendus. La pièce grouille, personnel domestique aligné contre les murs, leurs yeux écarquillés comme des soucoupes, et des invités d'urgence, avocats, comptables, convoqués pour ce piège tendu. Fatou active le projecteur d'un clic ferme, ses doigts encore tremblants de l'échappée, projetant la vidéo fatale sur l'écran géant. Jacques sabotant les freins, son visage crispé dans l'ombre du garage. Un murmure collectif monte, un bourdonnement qui vibre comme une ruche enragée. Jacques se tortille, ses poignets rougis par les menottes, sa voix sifflante perçant le chaos. Mensonge, cet immigré fabrique tout. Fatou s'avance, son corps droit comme une lance, et branche le disque dur d'un geste précis, ses ongles claquant contre le port USB. L'écran affiche les relevés bancaires. Millions détournés, signatures falsifiées, un réseau de fraude tissé comme une toile d'araignée. Voici les preuves. Élise l'avait découvert. Vous l'avez éliminé pour ça. Philippe, à ses côtés, serre les poings jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Son regard flamboyant rivé sur Jacques. Les triplets, cachés derrière Fatou, observent, leurs mains minuscules, agrippant sa jupe, un rempart contre l'horreur adulte. Un policier, un géant moustachu, attrape l'épaule de Jacques. « Expliquez-vous. » Jacques éclate d'un rire rauque, son torse se gonflant d'une ultime défi, et crache. « D'accord, j'ai pris l'argent, pour survivre dans ce monde pourri par des gens comme elle. » Il pointe Fatou d'un menton tremblant,
ses yeux injectés de sang. Élise donnait toute eau d'un migrant. Notre argent. J'ai protégé la famille contre ces parasites. L'accident? Nécessaire. Mais ce n'est pas moi seul. Un réseau entier, des élites françaises qui haïssent l'invasion africaine. Vous croyez que c'est fini? Le salon se glace, un silence pesant comme un suaire. Fatou sent une nausée monter, ses entrailles se tordant, mais elle riposte d'une voix tranchante. Votre réseau? Des racistes comme vous, volant pour financer la haine. Élise luttait contre ça. Philippe bondit, saisissant Jacques par le col, ses doigts enfoncés dans le tissu amidonné, le secouant comme un pantin. Vous avez détruit ma vie pour du préjugé? Jacques halète, un sourire tordu, déformant ses lèvres. Pas de préjugés, la réalité, la France pour les Français. Un policier l'arrache, le traînant vers la sortie, ses pieds raclant le sol. Fatou révèle l'enregistrement audio final. Jacques ordonnant l'assassinat, sa voix déformée, confirmant le complot plus large. Lien avec des groupes xénophobes, fonds détournés pour des campagnes anti-immigration. Les invités murmurent, horrifiés, un avocat appelant des renforts. Philippe s'effondre contre Fatou, son corps lourd contre le sien, un contact qui scelle leur victoire amère. Jacques, emmené, jette un dernier regard venimeux. Vous regretterez. La porte claque, un point final tonitruant, laissant un vide chargé de révélations sociétales explosives. Condamné à perpétuité. Le juge martèle ces mots d'un coup de marteau sec, le bois résonnant comme un glas dans la salle d'audience bondée du tribunal de Paris. Jacques de Duval, chaînes aux poignets, s'effondre sur son banc, son corps voûté secoué de spasmes, ses lèvres tordues en un rictus final de défaite. Philippe, assis au premier rang, serre les accoudoirs jusqu'à ce que le métal grince, une vague de soulagement inondant sa poitrine comme un torrent libéré. Fatou, à ses côtés, pose une main sur son genou, ses doigts pressant légèrement pour ancrer l'instant, ses yeux sombres fixés sur Jacques, sans pitié. Les triplés, gardés à l'extérieur par Marie, attendent dans un couloir adjacent, leurs jeux innocents contrastant avec le verdict qui scelle leur avenir. Jacques se redresse d'un sursaut, ses chaînes cliquetant comme des os brisés, et crache vers le juge. « Ce n'est pas fini, mon réseau survivra. » Un huissier le saisit par les épaules, ses mains gantées, l'entraînant vers la sortie, ses pieds traînant sur le sol poli. Le procureur énumère les charges d'une voix froide. Meurtre prémédité, fraude massive, conspiration raciste. Tous les nœuds sont dénoués, les complices arrêtés, les fonds saisis. Philippe sent une brûlure acide remonter sa gorge, un mélange de vengeance assouvie et de vide abyssal. Il se lève, traversant la salle d'un pas ferme, ignorant les flashs des journalistes qui crépitent comme des fusils. Dehors, il affronte la presse, son menton relevé, une posture qu'il emprunte à Fatou. Justice est faite pour Élise et pour tous ceux que ce monstre a piétinés, migrants, familles volées. Fatou le rejoint, sa main glissant dans la sienne, un contact furtif qui électrise sa peau. Elle a l'ajoute d'une voix tranchante, ses victimes reçoivent réparation. Les dons détournés retournent aux associations. Les caméras zooment, capturant leur unité, un symbole inattendu. Philippe signe des chèques sur place, ses doigts volant sur les documents, biffant des millions pour des fonds d'indemnisation, un geste qui allège son fardeau comme un poids ôté. Jacques, emmené en fourgon, jette un dernier regard par la vitre grillagée, ses yeux hantés croisant ceux de Philippe. « Vous payerez » murmure-t-il, mais le moteur rugit, emportant sa menace dans le néant. À la villa, Fatou rassemble le personnel, sa voix portant comme un commandement, plus de secret, tout est clair. Philippe acquiesce, détruisant les derniers dossiers frauduleux d'un geste incendiaire,
les flammes dans la cheminée dévorant le passé. Les triplets entrent en courant, leurs bras ouverts, un trio de joie pure qui efface les ombres. Le juge conclut par une ordonnance, bien confisqué, réseau démantelé. Philippe expire, enfin, son corps s'affaissant contre Fatou, une catharsis qui libère des larmes retenues. Justice triomphe, un pilier reconstruit, pavant la voie vers l'espoir. Signé ici, pour un nouveau départ. Philippe plaque le contrat sur la table de conférence, son stylo claquant contre le verre, ses yeux flamboyants rivés sur les actionnaires alignés comme des pions. Il trace sa signature d'un trait vif, ses doigts crispés sur le métal froid, libérant des millions gelés par la fraude de Jacques. Fondation Élise Moreau, soutien aux migrants africains, logement, formation, intégration. Les murmures approbateurs montent, un bourdonnement qui vibre dans la salle aux murs vitrés dominant Paris. Fatou, debout à ses côtés, croise les bras, ses biceps se contractant sous sa chemise ajustée, un tic de vigilance qui masque son émotion naissante. Elle attrape le document suivant, le tendant à Philippe d'un geste précis. Et ça, réforme de l'entreprise, plus de discrimination, priorité aux candidatures diversifiées. Philippe hoche la tête, signant à nouveau, son cœur cognant comme un marteau forgé dans la rédemption. Il se lève, arpente la pièce d'un pas conquérant, son ombre s'allongeant sur les dossiers empilés. Nous réparons, pour Élise, pour tous ceux piétinés par des comme Duval. Un actionnaire, un homme bedonnant aux lunettes cerclées, tendent la main. Et la directrice. Philippe pivote, posant une main sur l'épaule de Fatou, ses doigts s'attardant un instant, transmettant une chaleur complice. Fatou Ndiaye. Elle dirige, son expertise, son vécu, irremplaçable. Fatou accepte d'un hochement ferme, ses lèvres s'étirant en un sourire contenu, ses yeux pétillant d'une énergie renouvelée. Elle visualise déjà, centre d'accueil à Saint-Denis, atelier pour enfants migrants, où des histoires comme les siennes guériront des âmes blessées. Philippe l'entraîne vers la fenêtre, leurs reflets se superposant sur la ville étincelante. Venez voir. Dehors, dans le jardin transformé, les triplets dirigent un groupe d'enfants, petits Sénégalais, Maliens, dans un jeu de ronde, leurs rires fusant comme des étincelles. Antoine guide un garçonnet, Benoît partage un ballon, Clément mime un lion, leurs mouvements synchrones tissent des liens invisibles. Fatou s'agenouille parmi eux, ses mains écartées pour initier une danse, ses hanches roulant au rythme d'un chant sénégalais. Les enfants suivent, leur corps se libérant, un cercle de joie qui efface les frontières. Philippe observe une boule dans la gorge et rejoint le groupe, ses pas hésitants se fondant dans la cadence. Un enfant tire sur sa manche. « Vous êtes le papa lion ?» Il rit, un son libérateur qui allège son âme et attrape les mains des triplets, formant une chaîne humaine. Fatou murmure à son oreille. C'est le début. Yvon pour tous. Le soir, à la fondation naissante, Fatou supervise les premiers dons. Ordinateur pour des cours de français, kits scolaires distribués d'un geste généreux. Philippe signe les derniers de chèques, ses doigts volant sur les papiers, transformant la douleur en action. Les enfants participent, collant des étiquettes, leurs rires emplissant l'air comme une promesse. Fatou sent une chaleur gonfler sa poitrine, une vision d'avenir où les préjugés s'effritent. Philippe la regarde, leurs yeux se verrouillant, un pacte silencieux scellé dans l'espoir naissant. Soufflez, les petits, ensemble. Philippe lance l'ordre joyeux, ses mains guidant celles des triplets vers les bougies du gâteau, leur souffle synchrone, éteignant les flammes dans un éclat de fumée sucrée. La villa résonne de rire, le jardin illuminé de guirlandes clignotantes, une fête d'anniversaire transformée en célébration de renaissance. Antoine, Benoît et Clément, leurs visages identiques rayonnants, applaudissent, leurs paumes claquant comme des feux d'artifice miniatures. Fatou, au centre, ajuste une couronne de papier sur leur tête,
ses doigts effleurant leurs boucles avec une tendresse maternelle, un geste qui fait fondre les dernières glaces en elle. Philippe s'approche, son corps frôlant le sien dans la cohue, et glisse un anneau à son doigt, le diamant capturant la lumière comme une étoile captive. « Épouse-moi, Fatou, pour toujours. » Elle pivote, ses yeux plongeant dans les siens, une chaleur irradiant de sa poitrine jusqu'à ses lèvres, qui s'étirent en un sourire pur. Oui, pour nous tous. Ils s'embrassent, un baiser profond qui scelle des mois de guérison, leur corps fusionnant dans une étreinte qui efface les cicatrices. Les enfants sautillent autour, tirant sur leurs vêtements. Un chœur de « Maman Fatou » qui réchauffe l'air printanier. Le mariage suit, une cérémonie intime sous le chêne du jardin. Fatou en robe blanche fluide, ses hanches ondulantes au rythme d'un tambour sénégalais joué par des amis migrants. Philippe prononce ses vœux d'une voix ferme, ses mains tremblantes tenant les siennes. « Tu as reconstruit ce que j'avais brisé. Avec toi, la famille renaît. » Fatou répond, ces mots comme une incantation. L'amour transcende les origines. Il guérit les plaies, transforme la haine en alliance. Là-bas les triplets portent les alliances, leurs pas synchrones symbolisant l'unité forgée. Des mois plus tard, la fondation Élise Moreau bourdonne d'activité. Enfants migrants apprennent le français sous la houlette de Fatou, leur rire mêlé à des contes africains qui tissent des ponts culturels. Philippe, à ses côtés, signe des partenariats, ses doigts d'homme volant sur des contrats qui injectent des fonds dans des quartiers oubliés, effaçant les stigmates du passé. Les triplets, maintenant épanouis, aident. Antoine distribue des cahiers, Benoît guide des jeux, Clément partage des histoires apprises de Fatou, leurs cœurs ouverts à l'empathie. Fatou s'arrête un soir, observant la scène, une paix profonde gonflant sa poitrine. « Nous avons vaincu les préjugés », murmure-t-elle à Philippe, sa tête contre son épaule. Il acquiesce, ses bras l'enlaçant. La famille n'est pas sang, mais choix. Amour et compréhension changent tout. Les enfants courent vers eux, un trio d'énergie pure, symbolisant l'espoir. Communauté reconnue, blessure guérie, un avenir où la diversité triomphe. La nuit tombe, la villa illuminée comme un phare, Fatou berçant les garçons avec une fable finale, Lion et l'oiseau, unis contre la tempête. Philippe écoute, son cœur synchronisé, au leur, une leçon gravée, transformer l'injustice en lumière, jour après jour. L'horizon s'ouvre, radieux. Et voilà, chers amis, l'histoire touchante de Philippe et Fatou nous rappelle que l'amour et la compréhension peuvent comme triompher des préjugés les plus tenaces, reconstruisant des familles de brisées en havre de paix. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quel moment vous a le plus ému? Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre fidélité nous inspire. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes et à bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous.